Bonjour à tous, vous avez entendu parler du scandale FTX, vous avez entendu parler des cryptos, du Bitcoin, des enjeux de liberté, de l'euro numérique. On va parler de tout ça aujourd'hui, mais avec des gens qui s'y connaissent très bien. Et on va en parler de manière simple, parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, je n'y connaissais pas grand-chose aux crypto-monnaies. Et vous allez voir que c'est une vidéo passionnante. Un entretien avec deux spécialistes, Pierre et Jordan, qui nous expliquent tout dans une demi-heure d'entretien, d'échange avec eux. Je sais que vous aimez ces formats. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, ce n'est pas du tout une vidéo pour vous conseiller des investissements ou je ne sais quoi. C'est une vidéo d'information. Chacun en fera ce qu'il veut, mais je pense que c'est un sujet fondamentalement politique, au sens noble du terme. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner pour cela à la chaîne YouTube, le petit bouton s'abonner, vous cliquez dessus, c'est instantané, c'est gratuit. Plus il y a d'abonnés, plus ces vidéos circulent et sont recommandées à des gens qui ne nous connaissent pas encore, ce qui est quand même formidable. Quand on sera à 500 000 abonnés, on fera un événement pour célébrer tout cela ensemble, vous allez voir ça. Bien sûr, je vous encourage également à venir aux Patriotes. Voilà, à adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle parce qu'on se base sur des sujets comme celui-ci, dont personne ne parle, mais on se base sur des sujets fondamentaux. Notre souveraineté de peuple, c'est-à-dire notre liberté et celle des générations qui viennent. Quel avenir? Pas de monde orwellien, mais un monde vivable, une France libre, belle, puissante, souveraine, indépendante. Voilà pourquoi on se bat. Ce sont nos valeurs. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle et partager ce combat avec nous, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Je l'ai mis également en commentaire épinglé et il sera dans les dernières secondes de cet entretien sur l'écran en cliquant directement. Pensez-y maintenant, faites-le maintenant ou pensez-y à la fin. Le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes est le deuxième sous la vidéo en description. Juste important, très important, vital pour faire tout ce qu'on fait parce qu'on n'a pas un euro de financement public cette année. Je vous rappelle que c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Pensez-y, pensez-y. C'est toujours un bon moyen de défiscaliser également. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Bonjour à tous, une première. Alors ne fuyez pas, on va parler des crypto-monnaies. On va parler aussi d'ailleurs du scandale FTX au passage. On va parler de l'euro numérique. Remettre les choses en ordre. Alors je vous dis ne fuyez pas parce que moi je suis comme vous. Je suis quelqu'un qui ne connaissait pas ce sujet-là. Un peu effrayé d'ailleurs par la supposée complexité de la chose et en réalité c'est un sujet fondamental. C'est un sujet d'abord passionnant, c'est un sujet concret, c'est un sujet à enjeu politique fort au sens vraiment noble du terme et vous allez voir c'est pas si compliqué que cela, surtout que je suis avec deux spécialistes chevronnés qui vont faire un effort de vulgarisation, je le sais, pour que tout se passe bien. Je suis fier de cette vidéo parce que je crois que c'est le premier mouvement politique, les Patriotes en France, à prendre à bras le corps ce sujet des cryptos et on va le faire ensemble parce qu'il y a un enjeu de liberté derrière, vous l'avez compris, un enjeu de liberté fondamental. On va d'ailleurs parler à un moment du convoi des libertés au Canada parce que le sujet était important. Alors je vous présente mes invités que je suis ravi d'avoir aujourd'hui. Donc Pierre qui est consultant bénévole en crypto, bienvenue. Et puis Jordan qui est ingénieur logiciel. Bienvenue également et donc vous aurez alternativement avec le micro la parole. Je vais commencer par une question pour poser le débat toute simple que je me suis posé moi aussi. Les crypto-monnaies, c'est quoi exactement? En 2 minutes, en des mots très simples, qu'est-ce que c'est? Bonjour, alors pour faire très simple, on ne va pas rentrer dans des détails techniques évidemment, pour faire très simple, c'est un moyen de faire circuler du capital sans passer par un intermédiaire. Voilà, c'est un peu pour ça que… Par exemple une banque ou… Typiquement une banque, une administration, une entité centrale, quelle qu'elle soit. Et donc voilà, c'est pour ça, faut penser sans intermédiaire. On ne dépend pas, enfin chacun est souverain de ses fonds, chacun peut les dépenser comme il le souhaite, à qui il le veut. Et sans demander l'autorisation ou sans contrainte de limite ou de réglementation. D'accord. Et ça, c'est le principe, le fonctionnement qui est intéressant et ça se présente concrètement, le plus concrètement possible, en tout cas, comment? Alors pour faire très c'est simple… pas des pièces et des billets, on imagine bien. Voilà, pour faire très simple, ce sont des protocoles mathématiques, mais en fait, vous n'avez pas à utiliser de protocole mathématique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger des applications ou des logiciels qui sont à la portée de tous. Je pense que pour la plupart ici, vous savez déjà télécharger, je ne sais pas, des tableurs Excel, des Word, des logiciels de bureautique plutôt simples. En réalité, qui sont gratuits. Qui sont gratuits. D'accord. Et en réalité, c'est pas plus compliqué. Est-ce qu'on a un abonnement ensuite payant tous les mois pour utiliser Pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est à vous de gérer vos fonds.
Voilà, souverainement, il n'y a pas d'abonnement, tout est gratuit et tout est en fait c'est beaucoup plus simple que les médias voudraient vous le faire croire. Juste pour prolonger et conclure cette première question, on connaît tous, je crois, Bitcoin. Ouais. Est-ce qu'il y a une seule crypto-monnaie ou est-ce qu'il y en a plein et qu'est-ce que Bitcoin parmi celles-là? Comment ça fonctionne? Alors, nous, déjà bonjour, nous on a regardé avec notre expérience de plusieurs années, donc moi je fais partie d'un collectif sortie de banque. Notre objectif c'est justement d'expliquer comment on peut sortir de notre argent des banques pour différents types d'actifs, les cryptos en font partie, et on a essayé de regarder lesquelles étaient les plus pertinentes pour les citoyens et qui ne soient pas récupérables par une entreprise, ni par un parti particulier, ni par une organisation, notamment le World Economic Forum, qui a la main mise sur pas mal de cryptos. Et en fait, sur les 9000 qui existent, enfin 22 000 en tout, mais 9000 un peu listés, il y en a maximum 5 ou 10 qui valent le coup. Donc c'est pour vous rendre compte en fait, de l'étendue du gâchis, on va dire, dans tous les projets. Ouais. Et en fait, il faut concentrer sur une 5 ou 10 max. Et en l'occurrence, Bitcoin est la crypto mère, on va dire, répandue partout sur Terre avec une très grosse valorisation. Et elle n'est a priori pas pilotée ou pas pilotable par une organisation. D'accord. La deuxième plus grosse, qui s'appelle Ethereum, est directement influencée par le World Economic Forum, le WEF. Par le forum de Davos. Tout à fait. Donc absolument à éviter. Comment ils font pour en fait, parce qu'ils sont dans la fondation, parce qu'ils ont influencé le système de vote. Donc c'est plus un vote démocratique ou un vote par la puissance de calcul. C'est un vote, plus t'es riche, plus t'as du pouvoir sur leur monnaie, quoi. D'accord. Donc en fait, voilà. Donc ces trucs-là, faut éviter. Et donc il en reste quelques-unes, Bitcoin notamment, Litecoin, etc. Mais vraiment, nous, on va se concentrer sur celle-ci. Ok, sur les cryptos vraiment libres, quoi. Exactement. Qui respectent vraiment le principe. Si le forum de Davos, je m'arrête un instant, c'est intéressant, s'intéresse comme ça, donc c'est contrôle la deuxième, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'ils y ont vu un intérêt. Bien sûr. Alors en fait, c'est que le Bitcoin a été créé en 2009. Donc en 2009, il y a une révolution dans l'ère de l'humanité, on va dire, puisqu'en 2009, le consensus qui a été créé, le code, faisait qu'on n'avait plus besoin des banques, comme tu le disais. Et donc, comme on n'a plus besoin des banques, tout le système actuel qui est justement basé sur des banques centrales, des fonds, etc., il y a énormément de corruption, là on voit dernièrement tout ce qui se passe, eh bien le système a besoin de garder le contrôle centralisé sur l'argent. Or là, à partir de 2009, on n'en a plus besoin. Et donc forcément, ça les stresse, ce que je comprends bien. Et donc ils vont essayer de juguler, de contourner. Donc ce qu'ils vont essayer, c'est que votre argent, vos cryptos, restent sur des banques crypto, des exchanges. Donc après, si elles font faillite, vous perdez tout. Ils vont essayer de vous faire tout déclarer, etc., au maximum pour que, et tout interdire de toute façon, pour que vous n'ayez pas la possibilité d'être souverain sur votre argent, alors que pourtant on peut avoir de l'or et de l'argent sans le mettre dans une banque obligatoire. Là, ils n'aiment pas ça. C'est toute la différence, on y reviendra, entre par exemple l'euro numérique ou les monnaies numériques de banque centrale en général, faut qu'on en parle. Et les vrais cryptos, on va devoir poser le débat pour ceux qui confondraient, ça n'a rien à voir. C'est même l'inverse. Alors pour faire simple, l'euro numérique de banque centrale, c'est quelque chose... On y reviendra après, dans le détail, mais juste rapidement sur effectivement la différence. Voilà, la différence c'est très simple. L'euro numérique c'est centralisé à la banque centrale, donc ça veut dire que si par exemple vous êtes un mauvais citoyen, que vous pensez mal, que vous ne voulez pas vous injecter des produits expérimentaux dans le corps, par exemple, et voilà, si l'État, si cette banque décide que vous êtes un mauvais citoyen, elle peut souverainement vous bloquer les fonds. Alors que avec le Bitcoin, eh bien, c'est vous qui êtes pleinement souverain de vos capitaux, de vos moyens financiers, et vous n'avez aucun compte à rendre. D'accord. Alors on dit, parce que je t'ai entendu Pierre parler de banque d'échange là, on dit justement que le scandale, là tout le monde en a entendu parler, FTX, donc la chute, la faillite de cette, je crois que c'était la seconde plateforme mondiale d'échange de crypto, FTX, qui était valorisée, je ne sais plus à combien de dizaines de milliards de dollars, mais bon, dirigée par Sam Bankman-Fried, c'est ça ? Bankman-Fried, SBM, qui a été arrêté d'ailleurs au moment où on tourne cette vidéo, ce matin, il a été arrêté aux Bahamas, on est vraiment au cœur de l'actualité là. Enfin. Alors on dit que cette chute de FTX a tué les cryptos, on a lu des articles en disant c'est la chute en même temps des cryptos.
Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, au-delà de ça, c'est l'occasion peut-être de revenir un instant sur ce scandale FTX? C'est quoi FTX? C'est quoi ce scandale? Est-ce que ça a un rapport avec l'univers crypto? Alors, la réponse, est-ce que FTX a tué la crypto? Pas du tout. Bitcoin, ça n'a rien changé du tout. C'est une horloge suisse, donc les serveurs qui sont le cours a quand même baissé, non? Le cours a changé, mais je veux dire, ça n'a pas changé la technique, les échanges, ils n'ont pas été interrompus. Pour autant, alors ceux qui avaient de l'argent sur FTX, évidemment... Alors, c'est quoi FTX exactement? Pardon, alors, concrètement. FTX, c'est une banque crypto. Ouais. Ce qu'on appelle un exchange, mais c'est une banque crypto. Donc les gens ont mis leur argent dans une banque crypto qui était pas trop solvable, il y a eu des cris d'alerte, etc. Nous, de toute façon, dans le collectif, on dit sortez des banques crypto. D'accord. Donc le truc est tombé, soit nous FTX on avait un autre, du faut pas y popcorn aller. et on se disait mince quoi, oui, que ça soit FTX ou un autre. C'est-à-dire que FTX changeait des cryptos contre d'autres cryptos? Ou des cryptos contre des monnaies classiques? Alors FTX en fait globalement c'est comme un service bancaire. Ouais. Donc ce qu'ils faisaient c'est les épargnants les déposaient leur argent et en fait c'est plutôt un problème de gestion un problème de gestion de service. C'est pas vraiment un problème de crypto-monnaie, de technologie. C'est le service qui a été mal géré. Donc notamment qui jouait avec l'argent de le monsieur jouait avec l'argent de ses clients pour faire des investissements par exemple en immobilier, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la technologie des crypto-monnaies. C'est juste puis un il y avait scandale. un conflit d'intérêt en interne parce qu'il possédait une autre entreprise qui était très impliquée. Voilà. Ce qu'on aurait pu retrouver dans n'importe quelle boîte en fait. Tout à fait. C'est juste une escroquerie comme il y en a tous les jours. C'est pas spécifiquement lié aux crypto-monnaies. C'est un problème de gestion de son service bancaire. Voilà, c'est pas. Donc la chute de FTX. Qui a des implications par ailleurs intéressantes, mais on ne va pas y revenir ici. J'en ai déjà parlé sur le financement du Parti démocrate américain, des choses en Ukraine un peu bizarres, y compris du financement contre certaines molécules comme l'ivermectine, etc. Mais ce n'est pas du tout le sujet ici, même si c'est intéressant. En tout cas, ça n'a pas tué les crypto-monnaies. Pas du tout. Et on pourrait faire une démo... La démo, ça va être très Alors ça, c'est intéressant, une démo. Ça va pas changer du tout. Donc les serveurs qui sont répartis dans le monde entier et qui sont donc maintenant incensurables puisqu'il y en a des dizaines de milliers, on peut plus arrêter Bitcoin. Maintenant, faut faire avec. On peut plus arrêter Internet. Donc voilà, c'est pareil. Et donc que FTX crache ou pas, on pouvait toujours échanger de l'argent et c'est quand même là l'objectif. Donc là, vous allez faire une démo d'échange d'argent, c'est ça? Voilà, donc on a chacun un wallet. Donc là, il se trouve que le wallet s'appelle portefeuille, pardon. Le portefeuille s'appelle Blue Wallet et donc c'est comme si vous aviez une application de banque. Je le lance là et donc vous avez un solde dessus. Alors je sais pas si on voit, c'est un vieux téléphone. Donc là, il y a 6 € qui sont dessus. Et donc ce qu'on va faire, c'est une transaction en Bitcoin, mais avec le mode instantané. Comme ça, un mode instantané et écologique. C'est important de le dire. Beaucoup plus écolo que les transferts classiques bancaires. Donc il faut savoir que Bitcoin, lui, on peut le considérer comme de l'or numérique. Donc peut-être que ça consomme un petit peu dans une transaction. Enfin, ça reste mineur par rapport à une transaction, un virement qui fait tourner tous les serveurs de la banque centrale, tout ça. Mais là, on a un mode très très light qui a juste 1 centime de frais, qui est instantané, comme vous allez le voir, et qui consomme très 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 peu d'énergie. Donc en fait, c'est ça qu'on utilise pour payer. Et aucun média ne vous le dira, puisque c'est pas du tout dans leur intérêt. Ils veulent bannir en disant c'est pas écologique, mais on a une solution. Donc ça passe pas du tout par les visas, les choses comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je demande par exemple à recevoir une transaction de l'équivalent de 2 €. Ok. Donc dans le petit formulaire, je précise bien 2 €. Voilà. Donc là, je crée un paiement, une demande de paiement. Ok. Voilà. Moi de mon côté, là j'ai 6 € sur mon portefeuille. Ouais. Je vais le mettre là. J'ai 6 € sur mon portefeuille et donc je vais faire envoyer. Donc je peux que recevoir ou envoyer. C'est pas très compliqué, tout le monde sait faire un virement. Hop. Envoyer. Et là je vais appuyer sur scan. Donc ça va ouvrir la caméra tout simplement. Et là je vais scanner le QR code. Voilà. Ici vous voyez il a préparé le paiement. Tu peux montrer la caméra. Et j'appuie sur payer. Et vous allez voir que ça va très vite. Voilà, le paiement est effectué, il a déjà reçu la notification, c'était instantané. Et il se trouve que ça va même plus vite que Visa. Donc plus écolo? Et plus écolo également, parce que c'est tout petit calculateur que n'importe qui, nous citoyens, pouvons avoir également. Par contre, alors ça c'est plus écolo, mais le processus de minage, c'est-à-dire de création de la monnaie, la crypto, notamment pour Bitcoin, c'est pas très écolo. Non. Les machines tournent, elles chauffent. J'ai envie de dire, c'est comme l'or. L'or, vous avez on dit que ça représente toute la
production, toute la consommation de la Suède chaque année à peu près? Potentiellement, ouais. En fait, de toute façon, il faut le voir. Si c'est comme de l'or numérique, l'or, on prend des bulldozers et on va faire des trous gigantesques dans la roche. Ensuite, on va mettre des acides colossaux pour réussir à extraire la moindre pépite d'une tonne d'or, d'une tonne de pierre. Et bien là, il faut imaginer que ces serveurs, ils calculent. Et au bout d'un moment, ils vont trouver une pépite qui sera un bitcoin. Donc c'est la même chose, mais de la manière numérique, en faisant travailler des ordinateurs. D'accord. Un autre petit détail. Et ça compense quand même pas mal. C'est-à-dire le fait que les transactions sont beaucoup plus écolo, en fait, ça compense largement le désagrément au départ. Alors, je trouve aussi des bunkers mythes sur le côté écologiste. Alors, on nous dit, oui, ça consomme des ressources, les calculs consomment des ressources, effectivement. Sauf que les mineurs travaillent dans les pays en voie de développement, justement, avec les infrastructures, les gérants d'infrastructures qui construisent des barrages et donc qui se servent de l'énergie hydroélectrique pour miner. Donc, en fait, c'est-à-dire que donc, le minage de Bitcoin sert à développer les énergies propres aussi. Et ça, c'est chose qu'en Afrique, dans les pays en voie de développement, et ça, c'est quelque chose que très peu de gens vous diront, les médias n'ont pas intérêt à vous le dire, et ont intérêt à vous maintenir vous garder non, comment je pourrais formuler ça? Donc les médias ont intérêt à vous dire que justement que c'est sale. Pourquoi? Pour que vous soyez captif du système traditionnel tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'argument écolo, comme souvent, Oui. pour essayer de diaboliser et casser l'image de la chose. Mais est-ce que, parce que nous, on est très attachés à la liberté, on est très effrayés par... Là, j'ai vu un QR code. En soi, je ne condamne pas le QR code, ce qui n'a pas de sens, mais l'usage qui en est fait, par exemple pour un pass sanitaire ou un pass carbone demain, bon, on est d'accord là-dessus. Mais ceci dit, ça pourrait quand même effrayer des gens en se disant, mais est-ce que finalement aujourd'hui, on n'est pas naïf sur les cartes bancaires, etc., mais grâce à l'argent liquide en tout cas, que certains veulent supprimer. Bon, on est contre cette suppression. Est-ce que, grâce à l'argent liquide, j'ai quand même encore l'anonymat des transactions? Avec les cryptos, je ne l'ai pas du tout. On me scanne partout, et donc en fait, est-ce que je ne suis pas totalement contrôlé? Est-ce que ce n'est pas un fil à la patte, cette crypto-monnaie? Ça dépend comment vous le faites. Évidemment, le cash est une monnaie intraçable, d'accord, puisque je le donne de main à main, il n'y a pas d'enregistrement nulle part. Bitcoin, lui, a été conçu de manière extrêmement publique, donc à partir du moment où je connais une de votre adresse, par exemple, je suis capable de savoir d'où vient l'argent et où est-ce qu'il a été dépensé. On va dire que c'est un peu une première étape. D'une part, quand vous l'achetez, cette crypto, vous n'êtes pas obligé, il y a des services où vous n'êtes pas obligé encore de donner votre identité. Donc, tant que vous ne la donnez pas, a priori, on ne sait pas qui est derrière. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez besoin d'anonymat, vous pouvez... y a des cryptos qui sont complètement anonymes et intraçables. Donc notamment Monero, qui vous permettent d'envoyer de l'argent sans que il y a seulement vous et la personne qui reçoit qui serait au courant. C'est tout. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, ça existe et l'équivalent de Monero, c'est le cash. Donc s'ils veulent arrêter Monero sous couvert du blanchiment, etc., dans ce cas-là, il faut qu'ils arrêtent aussi les distributeurs de billets et aussi le cash. Donc dans ce cas-là, de toute façon, on est d'accord. En tout cas c'est ma conception, la crypto-monnaie n'annule pas l'existence à côté de l'argent liquide par exemple. Et demain on l'espère, on y travaille, du retour d'une monnaie nationale. Tout à fait. Alors, juste sur le point de l'argent, donc nous on parle de crypto, mais on ne parle pas forcément que de ça. La crypto, c'est résilient collectivement. Donc c'est ça qui est très bien, c'est qu'ils essayent de nous isoler chacun dans notre coin, notamment même si j'ai de l'or ou de l'argent. C'est très bien l'or et l'argent, je ne veux pas te conseiller un investissement, mais c'est quelque chose d'universel et historique. Maintenant, c'est très local. Donc je ne peux pas avoir d'effet de groupe, ou je ne peux pas... On avait eu le Convoi Canada, typiquement. Ça, on en reparlera. Voilà, on ne peut pas faire tout ça. Et donc là, ici, vous voyez, j'ai le passé, le présent et le futur. Ici, c'est une pièce d'argent qu'on m'a prêtée. Donc c'est sonnant et trébuchant. Maintenant, c'est difficile de payer au marché. Voilà. 50 francs. 50 francs. Et ici, j'ai une plaque métal pour inscrire les mots-clés, les 12 ou 25 mots-clés, pour Bitcoin, pour votre clé Bitcoin. La clé privée. La clé privée, pour pouvoir utiliser son argent. Donc, de la même manière que vous avez un code pour votre banque, vous imaginez que vous mettez le code dessus, donc c'est des mots très simples, chameau, tortue, poisson. Vous les écrivez dessus, soit au feutre, soit vous les gravez. Ensuite, vous la refermez. Et ça, c'est vos mots-clés souverains.
Et tant que vous les donnez à personne, personne ne peut récupérer les fonds en Bitcoin que vous avez dessus. Même l'État, même l'État, s'il fait une la enquête, Commission européenne. Même... s'ils font une enquête et vous avez blanchi, à un moment, ils vont vous demander. Mais si vous êtes donné de citoyen, il n'y a aucune raison que... Voilà. Non, je dis dans le sens où on a maintenant des directives européennes depuis 2015 qui permettent d'aller puiser directement l'argent sur vos comptes. Ah oui, alors là, du coup, ils peuvent aller puiser sur vos comptes bancaires, vous, ça touche là, ça ne serait pas possible. Ah oui, non, mais c'est un autre avantage. Ah, bien sûr. Ouais, okay. Et on sait de toute façon que économiquement, c'est très compliqué ce qui arrive, faut le dire. On va être dans une récession. Pour l'instant, on est entre 2008 et 1929, donc il y a de la marge. Et donc, ils vont être très tentés, vu l'endettement de la France, etc., d'aller chercher dans les comptes bancaires. Possible, bien sûr. Et donc, c'est la première mission. Ils l'ont fait à Chypre, déjà. Bien sûr. Et donc, c'est la première mission qu'on a, c'est que au moins, là, ils ne pourront pas aller piocher. Voilà. C'est un avantage. Justement, en parlant des avantages pour la résistance, des libertés, alors ça permet de sortir effectivement du schéma traditionnel où on sent qu'on a de moins en moins de liberté en réalité sur notre propre argent, avec toutes ces directives européennes, tous ces contrôles bancaires, etc. Et on l'a vu par exemple lors du convoi des libertés, donc ces camionneurs canadiens qui ont bloqué Ottawa à juste titre pendant plusieurs semaines, en 2021 me semble-t-il, c'était ça, ou début 2022. Début 2022 contre les passes sanitaires, l'obligation vaccinale, etc. Et finalement, d'ailleurs, ils ont gagné à la fin. Et c'était incroyable, c'est-à-dire le gouvernement de Trudeau les considérait comme des terroristes. Alors on voit d'ailleurs la différence avec la manière dont on traite les manifestants en Chine, où là on dit que c'est très très bien. Ils ont raison d'ailleurs, c'est très très bien, mais par contre au Canada c'est très très mal, alors que c'était exactement le même sujet. Parce que c'était Trudeau, Saint Trudeau. Et donc on les a traités de terroristes, on a bloqué les cagnottes pour les aider, etc. Et en fait grâce aux cryptos, peut-être pas parfaitement, parce qu'on n'a pas pu, ça n'a pas pu être fait totalement, mais en tout cas, ils ont pu quand même récupérer de l'argent et les aider un peu plus que s'il n'y avait pas eu de crypto. Voilà. Ça, c'est intéressant de l'expliquer. Voilà, donc en fait, pour revenir un petit peu au départ du mouvement, le mouvement des camionneurs, c'était donc un mouvement de colère contre le pass, contre l'obligation vaccinale notamment. Et donc, ce qui s'est passé, donc les camionneurs ont manifesté. Et donc le gouvernement canadien, par Justin Trudeau, a décidé donc de bloquer les cagnottes et de bloquer les comptes en banque des manifestants. C'est ça. Ce qui est complètement illégal et donc ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc grâce aux crypto-monnaies, les camionneurs ont pu contourner le blocus bancaire et faire des cagnottes et obtenir gain de cause. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai même vu dans une note que vous m'aviez adressée que certains venaient leur remettre en main propre leurs clés privées, voilà, pour qu'ils puissent accéder à leur compte et donc à leur cagnotte finalement. Et ça, c'est intéressant et on imagine bien tous les usages qu'on pourrait avoir de cela parce qu'on imagine justement ce qui peut se passer contre nous, contre des manifestants, contre des résistants. Et on aura bien besoin de ce genre de technique qui a été expérimentée lors de l'affaire des convois de la liberté au Canada. Alors justement, quelle différence avec les monnaies numériques de banque centrale? On a un petit peu parlé tout à l'heure, notamment ce projet inquiétant d'euro numérique, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais donc ça n'a rien à voir en fait. Donc ça n'a rien à voir. En fait, c'est quoi l'euro numérique exactement? L'euro numérique, donc c'est de l'euro, enfin, c'est une monnaie numérique qui sera centralisée à la banque centrale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liberté. Chacune de vos transactions, jusqu'au moindre centime, sera tracée, enregistrée. À la banque européenne. À Francfort. À Francfort. Et donc, vous n'aurez plus aucune vie privée, plus aucune liberté. Et donc, si l'État décide que vous êtes un mauvais citoyen, il pourra vous décider de vous mettre au banc de la société. On peut décider une logique de crédit social en fait. De crédit social, voilà, à la chinoise. On peut affecter l'usage de tel euro à tel usage obligatoirement. On peut même faire, je crois, des euros qui s'autodétruisent au bout de 30 jours. On pourra faire ça. Il y a aussi un autre projet de loi, c'est le fameux pass carbone, où on pourra décréter que si vous avez consommé trop de viande, vous êtes un mauvais citoyen. Si vous êtes trop chauffé, vous êtes un mauvais citoyen. Si vous prenez trop l'avion, vous êtes un mauvais citoyen. Et donc on pourra bloquer... Si vous n'êtes pas assez injecté, pas assez masqué. Pas assez masqué, voilà. Et si vous souhaitez par exemple acheter de la viande, vous déplacer, on pourra décider de bloquer vos transactions. Donc vous serez complètement captif du système. Alors là,
on sort, si jamais on arrive dans ce monde orwellien, on est déjà un peu dans le monde orwellien, enfin là totalement orwellien, On y arrive. et qu'on n'a pas encore réussi à casser l'euro, etc., parce que c'est quand même le but, si on casse l'euro, on cassera l'euro numérique en même temps. Je le dis quand même aux gens, si on sort de l'euro, on sort aussi de l'euro numérique. Autre avantage. Mais si, en attendant, il y a une phase transitoire d'horreur, avant de sortir de cela, on devra se jeter sur les cryptos. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, aujourd'hui, eux, ils ont un mouvement d'hyper-centralisation, donc avec Ursula tout là-haut, qui est élue d'ailleurs pas par nous. La reine. Voilà, la reine. Et donc, il y a tout un système pyramidal avec eux tout en haut, qui décide certaines choses pour nous. Et en face, nous, la réaction, c'est pas de monter un mouvement, un réseau avec une tête, quelque chose de frontal. Au contraire, c'est d'être tout à fait pacifique et de dire, on est comme un banc de poissons, on va dire, et chacun, maintenant, il y a de la connaissance, elle est disponible. Nous, on fait que expliquer publiquement ce qui se passe. D'ailleurs, je rappelle qu'on n'a pas de conflit d'intérêt avec ce qu'on raconte là. J'espère. Non, aucun. Moi, j'en ai pas. Ni avec les apps dont on parle. Et donc, nous, l'objectif, c'est que chacun fasse ses sessions, comme dit le courrier des stratèges, et donc on sort de leur système. Une saine sécession. Une saine sécession, on sort de leur système. Et donc, imaginez que là, s'il y a, imaginons 50 000 personnes qui regardent cette vidéo, ça fait quasiment... J'espère qu'il y en aura plus. Voilà, il y en aura sûrement plus. Mais ça fait entre 500 millions et 1 milliard d'argent qu'on a en épargne, en moyenne. C'est juste les gens qui vont regarder cette vidéo. Et donc tout cet argent qu'on a mis dans les banques, c'est du pouvoir qu'on leur donne pour qu'ils puissent nous soumettre. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'en plus avec cet argent, ils investissent dans des trucs, on n'a pas idée, c'est de la folie. Donc déjà on reprend le contrôle là-dessus, on peut reprendre du contrôle énergétique, parce que malheureusement ça va être compliqué aussi énergétiquement. Et donc quand on sort et on est un banc de poissons, on peut plus être saisissable par leur système pyramidal, et puis ensuite on verra ce qui se passe en fonction du chaos potentiel qui peut arriver. Et en tout cas c'est l'hypercentralisation euro-numérique vs les cryptos actuellement. Donc il y a deux systèmes financiers qui s'affrontent et il faut que maintenant chacun, peut-être qu'on passe un peu moins de temps sur les informations, mais qu'on passe un peu plus à l'action et qu'on télécharge. Donc là, la première appli, c'est relais.app, R-E-L-A-I, donc qui permet d'acheter du Bitcoin et pour dépenser ensuite, c'est Bitrefill, B-I-T-R-E-F-I-2-L. Et en fait, avec ça, vous pouvez acheter, stocker de manière souveraine et ensuite dépenser dans la vie réelle. Et rien qu'avec ça, déjà, en fait, moi, j'ai presque pas d'euros en banque. D'accord. Et donc, je peux vivre en sortie. Mais il y a très du peu système. de commerces qui acceptent les cryptos. Et comment vous faites pour dépenser ? Alors, aujourd'hui, c'est avec ce système-là, Bitrefill, c'est une première étape. Ouais. Déjà, c'est une grande chance. Donc, Carrefour, Decathlon, Ikea, même en voyage, tout ce que vous voulez. Donc c'est une première étape. Ils acceptent. Ils acceptent, tout à fait. Okay. Donc vous pouvez payer en Bitcoin aujourd'hui, vous faire vos courses chez Carrefour. C'est quand même là ce qu'on veut vous apporter aussi. C'est cette grande nouvelle qui n'existait pas il y a 6 mois. Donc on peut dépenser. La deuxième étape, ce sera début d'année, on pourra créer des cartes virtuelles et donc on pourra dépenser à la boulangerie, dans nos commerces locaux, boucheries, fleuristes, etc. en crypto. Et la dernière étape, et c'est un appel qu'on pourrait passer aujourd'hui, c'est vous commerçants, prenez en main un peu le truc, téléchargez les deux apps, commencez à vous amuser avec vos proches, à Noël, profitez des repas de famille, on va dire, pour prendre en main. Et puis début d'année prochaine, commencer à se dire je vais peut-être l'accepter pour mon commerce. Et là, on va rentrer dans un nouveau système monétaire. Vous serez plus préempté, vous aurez moins de frais, parce que vous voyez, c'est 1 centime. Vous aurez moins de frais, etc. Et là, on change de paradigme. Je le dis, alors ça c'est très intéressant, je ne savais pas qu'il y avait tous ces usages possibles et manifestement croissants. Je le dis parce que certains ont de très bonnes idées en disant vous devriez être le premier mouvement politique de France à accepter de prendre des adhésions ou votre boutique, etc. en crypto. En fait, on ne peut pas. Nous, légalement, on ne peut absolument pas. Et si on le faisait, on perdrait instantanément notre agrément de mouvement politique. Et donc, on ne pourrait plus se présenter aux élections, avoir des candidats. On n'aurait plus la déduction fiscale à offrir à nos adhérents et donateurs, etc. Donc, ce serait une catastrophe. Donc, la loi ne le permet pas pour les mouvements politiques. Je le dis, pour ceux qui ont cette bonne idée, on l'aurait fait. Sinon, on aurait laissé le choix. Mais on ne peut pas laisser le choix, pour l'instant. Ouais. Non, mais pour les commerces, eux, c'est très simple. Il faut juste se rapprocher d'un comptable, si possible, qui est pas anti-crypto, qui a un tout petit peu réfléchi à la question. Et il rajoute sur sa caisse une ligne qui est, ça pourrait être paiement en cash, paiement en espèces, enfin en carte et tout, paiement en Bitcoin. D'accord. Il a son téléphone avec Blue Wallet. C'est que Bitcoin ou les autres aussi les 5 à 10, là, on focus sur Bitcoin, clairement. Ouais. Et ensuite, il télécharge... sur Bitcoin, mais il y en a d'autres, quoi. Il y en a, alors, on l'a dit, hein. Il y y en a d'autres, mais franchement, mais à la fin, il n'y en aura qu'une, en fait, j'ai l'impression, non ? C'est un peu dangereux, ça, qu'il n'y en ait qu'une seule ? Alors, en fait... Je reviens un peu en arrière, mais je viens de penser à ça quand même. Bitcoin, c'est la plus utilisée, mais on pourrait imaginer
d'autres crypto-monnaies, par exemple sur Twitter, il y a un système de paiement qui se prépare, et donc on peut supposer que Dogecoin, par exemple, enfin c'est pas un conseil d'investissement évidemment, mais on peut supposer que Dogecoin sera un moyen de paiement sur la plateforme de Twitter. On peut supposer aussi que les commerçants acceptent Bitcoin ou d'autres, ou d'autres, enfin, peu importe. Après, attention aussi aux arnaques, il faut le dire. C'est un milieu où il y a aussi des arnaques, comme partout. Alors oui, sur les des arnaques, fausses cryptos, des machins. Voilà. On va pas rentrer dans le détail, mais je le dis quand même, il ne faut pas déifier l'outil en soi, il faut être très vigilant. Le sujet des arnaques, c'est un vrai sujet. Il faut savoir qu'à peu près 99% des projets crypto n'ont aucune utilité en dehors des exchanges. On essaie de rester concentré sur le 1% qui pourrait être utilisé dans l'économie réelle. D'accord. Donc pour consommer des biens et services en crypto-monnaie. Et voilà, donc on essaie de rester focus notamment sur la principale qui est Bitcoin. Ok. Pour conclure, après je vous laisserai, si vous avez vraiment quelque chose à ajouter, vous me le dites, c'est l'occasion. Dans un monde, on a surmonté l'euro numérique, toutes ces horreurs, où ça n'a jamais eu lieu, tant mieux. L'architecture monétaire mondiale, on retrouve des monnaies nationales, et à côté, donc en France, un nouveau franc, avec une Banque de France qui n'est plus gérée comme la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, mais qui est là pour servir le pays, ce qui est normal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui n'était pas le cas de la Banque de France les 10 dernières années avant l'euro, parce qu'elle préparait justement l'euro. Mais à côté subsiste Bitcoin, les cryptos, comme gage de liberté et une autre manière de sortir de la médiation bancaire. Tout à fait. Alors il y a plusieurs moyens de le faire. On ne peut pas prévoir en avance ce qui va être vraiment fait. Il faut savoir qu'il y a déjà un pays dans le monde, le Salvador, qui a accepté de manière... Enfin, c'est le legal tender, on dit, c'est l'étalon national en fait, de monnaie. C'est une monnaie officielle. C'est ça. Et donc, mais ils n'ont pas souffert là récemment de la chute alors évidemment, ils ont souffert du cours. Bitcoin. Malheureusement, comme on est en train de passer d'un système monétaire à un autre, forcément, entre les deux, voilà. Et donc, d'ailleurs, ceux qui ont peur de la volatilité, oui, c'est volatile, on le sait, et d'ailleurs, on ne parle pas du tout d'investissement ici, on parle vraiment de technologie. Oui. Si vous voulez gagner de l'argent, vous allez voir des gens qui vous parlent d'investissement. Moi, je ne donne aucun conseil d'investissement sur cette chaîne, que les choses soient claires. On parle de technique et de résilience personnelle. On explique. Voilà. Il faut savoir quand même, pour ceux qui disent Bitcoin est mort, justement, Bitcoin est quand même passé de 0,1$ à 20 000$. Et il double en moyenne tous les ans. Donc en fait, si vous regardez comme les médias à l'échelle d'une semaine ou un mois, forcément, vous allez voir des mouvements. Si vous avez peur de ça, vous mettez 10€, 100€ au maximum, par exemple, et vous dépassez pas ça. Mais en moyenne, vu que c'est un déflationniste, vous allez gagner en valeur par rapport à l'euro, où ils vont continuer d'imprimer de l'argent. Ils vont, à cause des auto-sanctions, l'énergie fait x10, x20, enfin c'est des trucs hallucinants, x25 en Angleterre hier là. Et donc ils vont en échange imprimer de l'argent pour essayer que les gens ne brûlent pas tout dans les rues parce qu'ils vont être très énervés. Et donc comme ils vont imprimer de l'argent, c'est comme s'ils allaient se saisir dans nos épargnes bancaires. Et donc il y a un moment, il faut dire bon stop, on sort de ce truc-là parce que là, vous allez tous nous assécher, quoi. D'accord. Et donc voilà. Et donc le Salvador, lui, il a fait un grand mouvement. Il dit, on passe à Bitcoin. Il subit la volatilité, mais dans le temps, vu que c'est déflationniste, il va gagner. Et son pays sera peut-être un des plus riches de l'Amérique latine d'ici quelques années. À suivre, ok. Et donc voilà. Et pour finir sur ce sujet. Est-ce que vous avez un petit mot chacun juste qu'en fait, par-dessus, après, une fois qu'on aura passé cette phase, on pourra investiguer une monnaie. Peut-être que ça sera du Bitcoin et de l'argent et de l'or en banque centrale, en banque nationale, pardon. En banque centrale Banque de France, quoi. Voilà, c'est en banque centrale française. Okay. C'est-à-dire qu'il y aurait à la fois des stocks d'or, en espérant qu'on arrête de les vendre, confère Sarkozy, de l'or, et puis il y aurait des clés. C'est ça, par exemple. Ok. Tu veux ajouter un truc ? Alors un petit mot pour la fin. Voilà. Essayez par vous-même. La théorie, c'est bien joli, mais la pratique, c'est encore mieux. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile qu'on veut vous le faire croire. En restant prudent sur les... En restant prudent, des petits montants faibles pour commencer. Et vous faites ce que vous voulez, que les choses soient très claires. En tout cas, merci infiniment pour cet éclairage, je crois, concret. Ce n'était pas forcément facile. En tout cas, vous l'avez fait. Je trouve que, pour moi, c'était très clair. Passionnant, parce qu'on voit les imbrications avec les enjeux politiques, de liberté, de souveraineté, même des questions écologiques, des questions de pratiques. Enfin bon, il y a un vrai enjeu politique par rapport au monde qu'ils sont en train d'essayer de nous construire. On le comprend bien, et donc c'est un sujet important. Je tenais à ce qu'on le traite. On continuera d'ailleurs
de traiter ce sujet-là, traiter le sujet plus globalement, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un autre enjeu qui est la sortie des banques, et c'est pas que la crypto, on en parlera aussi. Merci infiniment en tout cas Pierre, Jordan, pour vos contributions. Et... Si vous avez besoin de tutoriels, donc le collectif Sortie de Banque, on est sur on mettra le lien etc. en description. Voilà, il y a des infographies qui vous permettent de suivre de manière très pratique, et en 2 heures de temps à peu près, vous êtes sorti des banques. Ok, on mettra le lien pour ceux qui s'intéressent sous la vidéo en description. Merci à vous, partagez cette vidéo et à bientôt.